docteur en pédologie et en urbanisme et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un tout petit peu plus en détail de la biodiversité des sols et notamment de tous les services que peuvent rendre cette biodiversité, que peuvent rendre ces sols en général pour que ce soit finalement des leviers pour des espaces urbains plus résilients. On verra aussi au cours de cette présentation ce que finalement est un espace urbain et comment on peut définir un sol urbain. Alors, première partie, effectivement, les définitions, parce que je pense que c'était important de revenir dessus pour qu'on puisse avoir finalement des éléments de langage communs pour la suite de la présentation. On pourra ensuite, lors de la partie concernant les échanges, en discuter plus en détail s'il y a certains points effectivement sur lesquels vous n'aviez pas les mêmes définitions. Mais pour commencer déjà, qu'est-ce qu'un sol? Puisque finalement, si on parle de la biodiversité des sols, il faudrait déjà qu'on puisse effectivement définir ce qu'est un sol. Donc nous, en pédologie, le sol, c'est finalement cette épaisseur qui vient faire le lien entre l'horizon, la surface du sol et la roche-mère, donc le matériau parental géologique donc, qui est considéré en géologie. Et donc, c'est finalement une succession d'horizons, donc de couches qui vont s'empiler les unes sur les autres, plus ou moins différenciées en fonction effectivement du vécu qu'a pu avoir le sol. Et donc, généralement, dans un sol naturellement constitué, on retrouve toujours en surface cet horizon organique très riche en matière organique, en vie. On le verra par la suite. Ensuite, plus en profondeur, qui fait le lien avec la roche-mère, donc cet horizon minéral. Et puis, au milieu, un ou plusieurs horizons organo-minéraux qui permettent de faire ces transitions entre ces horizons. Donc, c'est bien sûr un système en 3 dimensions. On le verra aussi par la suite, mais c'est vrai que en urbanisme et donc dans l'aménagement du territoire, dans l'aménagement des villes, on a souvent tendance, et encore aujourd'hui, à oublier que le sol, c'est un système en 3 dimensions qui présente ses propres caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Et donc, finalement, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il existe un sol ou est-ce qu'il existe des sols qui sont effectivement différents les uns des autres. Et donc, ensuite, je vous ai mis de quelques centimètres à plusieurs mètres parce qu'effectivement, en fonction de la géologie, de l'endroit effectivement dans lequel on se trouve, on peut avoir des sols qui font que quelques centimètres, 10, 15 centimètres. Reste la question de savoir si on appelle vraiment ça des sols. Et des sols beaucoup plus profonds, notamment, moi j'ai pu en connaître dans le bassin méditerranéen où là, la roche-mère était à 2, 2,5, 3 mètres de profondeur. Et donc, on avait sur 3 mètres ces successions de couches qui formaient un sol, le sol du pédologue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un espace urbain? Parce que je vous le disais, effectivement, on va parler des sols en milieu urbain. Donc l'espace urbain, il est défini, moi j'ai repris la définition finalement de l'INSEE, donc forcément trop rentrer dans le détail, mais c'est un pôle urbain qui, dans son pourtour finalement, est constitué aussi de communes rurales ou d'unités urbaines. Et ensuite, c'est des taux qui sont mesurés par l'INSEE, qui sont placés en facteurs, et notamment le pourcentage de la population qui réside et qui travaille dans le pôle urbain, dans les banlieues. Mais si on se fie à cette définition, finalement, l'aire urbaine, ça comprend à la fois des systèmes très fortement anthropisés, donc les pôles urbains, mais aussi des communes rurales, donc des systèmes moins anthropisés. Et donc, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce que le sol urbain, c'est forcément le sol du cœur de la ville, qui est bétonné, qui est imperméabilisé, qui est avec un usage de route ou de construction de bâtiments? Ou est-ce que le sol urbain, ça peut aussi être à certains endroits des sols notamment de parcs, de jardins aussi quand on a une maison en ville. Certains ont la chance de pouvoir bénéficier d'un jardin alors qu'ils vivent vraiment dans un milieu urbain fortement constitué. Donc finalement, nous, dans nos travaux, dans les travaux de recherche aussi qu'on mène à Nancy, et puis dans la manière dont on va venir diagnostiquer les sols urbains chez Soleco. Pour nous, un sol urbain, ce n'est pas forcément un sol fortement anthropisé. C'est un sol qui est situé au sein d'une aire urbaine et qui, effectivement, peut être un sol qualifié de
technosol parce qu'il a subi des activités, des changements d'usage très intenses et qui a une forte présence d'activités humaines dans son développement. Mais ça peut aussi être des sols d'espaces verts, ça peut aussi être des sols finalement qui ont vécu un développement entre guillemets naturel qui se rapproche du développement des sols agricoles ou des sols forestiers voisins. Et donc, c'est pour ça que ça arrive sur cette diapositive et sur ces visuels. Il y a effectivement plusieurs sols en milieu urbain qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui leur sont propres. Et tout ça, en fait qu'il n'existe pas un sol, mais il existe bien des sols. Certains sont fortement anthropisés, on le voit avec effectivement une imperméabilisation très forte. Certains sont effectivement aussi des fois pollués. Et puis d'autres ont vécu effectivement un développement assez naturel sans avoir eu de fortes perturbations de la part des activités humaines. Et ensuite, si on rentre un peu plus dans le propos de cette présentation, donc la biodiversité des sols, donc on y reviendra plus en détail dans la partie 2. Là, c'est juste pour vous montrer un peu globalement de quoi on parle. Alors, on ne parle pas de la mégafaune. Donc, par exemple, quand on intervient, on dit souvent la biodiversité des sols. Pour vous, ça dit quoi et les personnes nous répondent « Ah, c'est les tops ». Alors non, le top, c'est classé dans la mégafaune. Nous, on étudie vraiment ce qui se passe entre les micro-organismes et la macrofaune. Donc, c'est ces 4 groupes d'organismes du sol qui vous sont présentés ici, qui sont classés selon leur taille. Et effectivement, on leur confère le nom de micro-organismes, microfaune, mésofaune ou macrofaune en fonction de la taille de chacun de ces organismes. On viendra ensuite dans la partie 2 sur le rôle et les fonctions que peuvent fournir cette biodiversité des sols. Alors, pour continuer dans la définition de la biodiversité, finalement, c'est une contraction des termes biological et diversity. Et en fait, à force d'en parler, ce terme s'est vraiment banalisé jusqu'à devenir un concept très flou. Si on fait des recherches bibliographiques, on se rend compte qu'il y a pas loin de 85, voire même aujourd'hui, je crois, on approche les 90 définitions différentes pour la biodiversité sur uniquement la période 2004-2014. Donc vraiment un concept flou, un terme qui dans les définitions scientifiques veut tout et rien dire, d'où l'importance aujourd'hui pour cette présentation de le redéfinir, et puis aussi dans les travaux effectivement qui sont menés chez Soleco. Donc, la biodiversité, nous, on la définit finalement comme une diversité taxonomique. Alors, on rentrera aussi plus dans le détail de ce que veut dire les taxons, mais finalement, taxonomique, c'est qui est là, quel organisme est présent, quel taxon est présent dans le sol, et la biodiversité fonctionnelle. Donc là, on est plus sur le lien, finalement, non pas qui est l'organisme, mais plutôt quel rôle il va jouer dans le sol, et donc quelle fonction il a pour le sol. Donc, cette biodiversité, elle est évaluée par ces 2 indicateurs, diversité taxonomique et diversité fonctionnelle. Et on considère qu'un organisme est compris dans la biodiversité des sols quand il a au moins un stade de son cycle de vie qui se passe dans le sol. Alors là, pour vous, effectivement, mettre un peu plus en détail de comment on différencie la diversité taxonomique de la diversité fonctionnelle, finalement, je vous l'ai dit, la diversité taxonomique, c'est qui est là. Donc, si on prend, par exemple, ce groupe d'organismes du sol que l'on va retrouver dans, par exemple, notre sol de jardin, on peut les compter. Donc, il y a X organismes qui sont présents. Et puis, on se rend compte que dans ces X organismes, on en a un grand nombre qui sont par exemple des araignées, d'autres qui vont être des cloportes, 3 vers de terre et 2, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, et 2 opinions. Et donc en fait, on va les classer par taxon et donc on identifie, ensuite on calcule le nombre de taxons. Donc ici, on est à 6, donc la diversité taxonomique, elle est égale à 6. Mais la diversité fonctionnelle, elle peut être inférieure à ce nombre, notamment par exemple ici, on voit que les 2 groupes qui étaient en bleu et en violet, finalement vont rendre les mêmes services, vont avoir les mêmes fonctions et vont fournir les mêmes rôles dans le sol, on les verra par la suite, et donc on les classe dans les mêmes fonctions rendues. Et donc sur cet exemple-là, on a une diversité fonctionnelle qui est égale à 4.
Donc effectivement, ne pas confondre diversité taxonomique et diversité fonctionnelle, et ça on y reviendra par la suite. Alors maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail des bienfaits qui sont fournis par les sols et leur biodiversité, donc je profite aussi que là, on ait eu, on va dire, l'intervention en amont où on parlait de services écosystémiques. En sciences du sol, c'est vrai que le terme le plus utilisé, c'est celui de fonction écosystémique et service écosystémique pour vraiment faire le lien avec ces écosystèmes et donc essayer de faire comprendre qu'effectivement, ce sont des fonctions ou des services qui sont rendus par ces écosystèmes vivants. Nous, quand on intervient, je vous dirai, je vous présenterai plus après dans la présentation, mais quand on intervient pour les collectivités, cette notion de service écosystémique, elle ne parle pas forcément, et encore moins la différence qu'il peut y avoir entre des fonctions écosystémiques et des services écosystémiques. Et donc, c'est pour ça que, on va dire, pour simplifier les choses, vulgariser les choses, on utilise de plus en plus le terme de bienfait, qui est facilement compréhensible par tous, et qui finalement montre bien que cette biodiversité qui est présente dans les sols, elle va avoir un intérêt et elle va avoir surtout des bienfaits qui sont rendus, qui pourront ensuite être utilisés par les populations humaines. Alors, sur les questions des bienfaits qui sont rendus par les sols en milieu urbain, je pense qu'effectivement, vous en avez un certain nombre en tête. On commence de plus en plus à les connaître. On a effectivement le fait que le sol urbain, on va dire, c'est aussi son usage qui le veut. Il permet d'être support d'infrastructures. Il permet aussi, on le voit de plus en plus avec le développement de l'agriculture urbaine, de produire finalement de la biomasse à vocation alimentaire. Il permet de réguler la qualité de l'air, de répondre aux enjeux du changement climatique, notamment avec le stockage de carbone. Et puis, c'est un formidable habitat pour la biodiversité. Alors, on le verra après, c'est une biodiversité qui est encore très peu connue, mais des études scientifiques ont permis de montrer que finalement, la biodiversité des sols en milieu urbain pouvait être beaucoup plus riche et diverse que certaines biodiversités qu'on trouve, par exemple, en milieu agricole, tout simplement parce que on a cette diversité de paysages qui est offert en milieu urbain, je vous disais. On a ces cœurs de ville qui sont très imperméabilisés et on trouve aussi des espaces végétalisés qui sont gérés de manière plus ou moins différente et de manière plus ou moins intense. Tout ça, tous ces paysages différents font que finalement on a une biodiversité qui est assez riche et assez différente en milieu urbain. Et donc justement, ce qui fait le lien avec la présentation sur la biodiversité, donc là on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir finalement quels sont les rôles et les fonctions rendues par les différents organismes qui sont présents dans le sol. Donc si on commence par les micro-organismes, donc on a différents groupes, on va dire en général, donc les bactéries, les champignons, on a aussi des microalgues, des protozoaires et des archées. Alors on va se concentrer uniquement sur les bactéries et les champignons. Alors, les bactéries, je pense que tout le monde sait à peu près ce que sont les bactéries. Et effectivement, ce sont elles les plus abondantes et les plus diversifiées dans les sols. Et ce sont des organismes qui sont tellement petits, inférieurs à 2 micromètres. Alors, il existe plusieurs bactéries, juste pour vous donner des exemples, et donc là, pour faire le lien avec les fonctions, effectivement, qu'elles peuvent rendre. Donc, les bactéries minéralisantes, elles ont pour rôle, finalement, de transformer la matière organique en minéraux qui sont ensuite assimilés par les plantes. Donc, finalement, elles vont permettre cette assimilation des minéraux par les essences végétales qui sont plantées sur les sites. Ensuite, on a des bactéries symbiotiques. Donc, elles, finalement, ce sont des bactéries qui vont fixer l'azote et qui vont s'associer à des plantes pour rendre accessible cet azote sous forme de gaz, donc azote gazeux. Et puis enfin, des bactéries pathogènes, donc elles sont plutôt responsables de maladies diverses chez les végétaux. Donc trois grands groupes et finalement 3 fonctions rendues assez différentes. Certaines sont, on va dire, plus sympas que d'autres pour l'usage qu'on peut en tirer derrière.
Au niveau des champignons, deux groupes, les levures et les champignons pluricellulaires, et à savoir effectivement qu'ils sont aussi super abondants dans nos sols. Nous, on utilise souvent l'image de dire qu'un mètre carré de sol de prairie contient plusieurs kilomètres d'if. Donc, effectivement, les champignons sont fortement présents dans nos sols. Là aussi, il existe différents champignons qui vont rendre différents rôles. Qui vont jouer différents rôles dans les sols et donc qui vont rendre différentes fonctions. Donc les champignons saprophytes qui, eux, vont se nourrir de la matière organique morte, donc ils vont aussi aider à sa décomposition. Les champignons mycorhiziens qui, eux, vont former des associations avec les racines des plantes, diverses associations qui peuvent être formées. Les champignons endophytes qui, eux, vont coloniser des structures, mais sans rendre la plante malade, à l'inverse des champignons pathogènes qui, eux, effectivement, vont provoquer des maladies et qui sont finalement des parasites pour certains végétaux. Ensuite, si on se focalise sur la microfaune, donc les organismes, on va dire, les plus connus de cette microfaune sont les nématodes. Là aussi, ce sont des organismes qui vont rendre diverses fonctions. On le voit juste ici. Donc, il peut y avoir des nématodes qui sont prédateurs, donc finalement qui vont aller chercher d'autres nématodes ou des protozoaires. Ensuite, on a notamment des nématodes bactérivores ou encore fongivores, donc qui vont aller manger soit des champignons, soit des bactéries. Eux-mêmes ont des prédateurs, généralement sur des groupes un peu plus gros au niveau de la taille, donc, que ce soit de la macrofaune, pardon. Et donc là, les prédateurs acariens ou aussi nématodes qui peuvent être prédateurs d'autres nématodes. Ensuite, sur la mésofaune, donc là, on connaît un peu plus aujourd'hui la mésofaune. On connaît de plus en plus d'organismes qui sont classés dans la mésofaune, et notamment des colamboles sur lesquels de plus en plus de recherches sont réalisées et qu'on retrouve aussi fortement nombreux dans différents sols en milieu urbain, notamment les sols des espaces végétalisés ou par exemple des parcs en milieu urbain. Donc voilà, là c'était une petite photo assez sympathique pour vous montrer que finalement ces animaux, alors qu'ils sont difficilement perceptibles à l'œil nu quand on n'en a jamais vu, mais qu'on peut voir quand même à l'œil nu et puis qu'on voit très bien sous une loupe, et ben voilà, ils ont différentes couleurs, différentes formes. Il y en a qui sont plutôt rondes, d'autres plutôt allongées. Et ces petits organismes peuplent nos sols et je trouvais la photo assez belle et assez sympathique parce que généralement, la faune du sol, on voit plutôt des araignées et ça a tendance à faire peur. Et on peut aussi montrer avec des visuels comme ça que la faune du sol est belle et qu'effectivement, elle rend des fonctions essentielles pour notre viabilité. Alors, les colamboles, ils sont essentiellement décomposeurs. Donc là, on revient finalement à leur rôle. On le verra dans la présentation des organismes de la macrofaune. Il y a des groupes fonctionnels. Et donc, les colamboles font partie des décomposeurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils se nourrissent de matière organique. Alors, généralement, ils jouent un rôle, du coup, dans la décomposition de la litière. Ils se nourrissent majoritairement de champignons. Et grâce à ça, en fait, ils participent à la dissémination des spores fongiques. Donc, deux principales fonctions, décomposition de la litière et dissémination des spores. Et donc, la macrofaune, qui est finalement la plus connue parce que c'est eux qu'on voit le plus à l'œil nu. C'est les lombrics, ça parle un peu à tout le monde. Les gastéropodes aussi, les araignées aussi. Il y a certains organismes qui sont plus connus que d'autres, mais c'est vrai que c'est ceux qui sont le plus facilement, on va dire, identifiables et donc le plus facilement caractérisables sur un site parce que ça ne nécessite pas, en tout cas leur inventaire ne nécessite pas de méthode particulière d'extraction ou autre qu'on pourrait faire en laboratoire. Et donc, leur étude est beaucoup plus simple, on va dire, à mener en milieu urbain et surtout à moindre coût. Donc, on le verra par la suite, c'est surtout cette macrofaune qui est aujourd'hui
évaluées et diagnostiquées dans les projets d'aménagement. Et c'est elle aussi qui parle le plus finalement aux élus et aux professionnels qui travaillent dans les collectivités territoriales et qui donc viennent, on va dire, commander un projet d'aménagement. Donc la macrophone, ça c'est une clé d'identification qui vous est présentée. Vous pouvez effectivement essayer, mais ça on le reverra par la suite avec quelques diapos sur Jardi Biodi, vous pouvez essayer de différencier et finalement d'identifier, de caractériser les différents organismes avec un premier critère, ce sont le nombre de pattes, le nombre de paires de pattes. Est-ce qu'on est sur 3 paires de pattes? Est-ce qu'on est sur 4 paires de pattes? Est-ce qu'on est sur plus de 4 paires de pattes? Ou est-ce qu'on est sur pas de pattes ou une seule patte? Donc là, voilà, vous avez différents organismes qui vous sont présentés. Ensuite, on va regarder effectivement s'il y a des ailes, s'il n'y a pas d'ailes, la taille du corps, etc. Et ça, c'est une clé d'identification donc, que vous pourrez retrouver sur le site de Jardi Biodi, j'en parlerai juste après, et qui permet voilà, de bien pouvoir faire la différence entre un organisme et un autre. Alors, si on rentre plus dans le détail de cette macrophone, 4 groupes fonctionnels. Donc, effectivement, il y a 4 grandes fonctions différentes qui vont être rendues par ces organismes. Alors, les phytophages, avec l'exemple, par exemple, de l'escargot, les prédateurs, avec, par exemple, l'araignée, les détritivores, notamment les cloportes, et puis les géophages. Et donc ça, on va faire une présentation plus en détail de chacun de ces groupes. Alors, là, c'était les définitions. Effectivement, je ne voulais pas vous spoiler dans la diapositive précédente. Donc, les prédateurs, comme leur nom l'indique, c'est finalement eux qui vont intervenir dans la régulation des populations. Ils vont tout simplement manger d'autres organismes présents dans le sol. Les géophages, notamment, vous avez l'exemple du ver de terre. Eux, ils vont se nourrir de sol et de la matière organique associée. Les phytophages, eux, ils vont se nourrir de végétaux vivants. Et les détritivores, eux, ils vont plutôt se nourrir de la matière organique et donc participent au recyclage de la matière organique morte. Et là, effectivement, vous avez les cloportes, certaines larves de diptères ou certains coléoptères. Alors, des exemples de prédateurs, effectivement, vous avez sur la droite de la diapo des opilions qui sont à leur tour, on va dire, chassés par d'autres prédateurs que sont les araignées, les opilions, les fourmis, et les opilions qui, à leur tour, vont chasser les colomboles, les acariens ou d'autres opilions. Ensuite, les détritivores, donc ceux effectivement qui sont responsables du recyclage de la matière organique, eux aussi, on a encore ce lien de la chaîne trophique, connaissent beaucoup de prédateurs dans les sols et vont être à la recherche de diverses sources de nourriture, par exemple les matières végétales mortes, des bactéries, des champignons ou encore des cadavres d'animaux. Ensuite, alors les géophages, on appelle ça aussi les ingénieurs du sol, le plus connu effectivement, le ver de terre, c'est un organisme important dans l'étude de la qualité des sols parce que lui, il a une double fonction. Donc à la fois, il est ingénieur du sol, il va aider à structurer finalement le sol, à donner au sol une structure qui lui permette d'être fonctionnel par l'intermédiaire effectivement des galeries qu'il va pouvoir creuser. Il est aussi détritivore. Et puis surtout, c'est un organisme qui, au niveau notamment, comme il a une toute petite peau, entre guillemets, très fine, il va être très sensible aux perturbations, alors que ce soit au travail du sol ou aux sources de pollution. Et donc, c'est vrai que généralement, il est pris, on parle de bioindicateur, il est pris pour pouvoir avoir on va dire, une idée de la perturbation qu'un sol a pu connaître. Alors, il y a 3 groupes, 3 catégories écologiques pour ces vers de terre. Donc, il y a effectivement ceux qui vivent uniquement en surface, donc dans les premiers horizons, on va dire entre le 0 et les 10 premiers centimètres. Donc, eux, on les appelle les vers de terre épigés. Généralement, c'est ceux qui sont assez petits en comparaison aux analytiques, mais qui ont une couleur de peau très foncée parce que situés effectivement dans ces premiers horizons.
À l'inverse, on a ceux qui vivent plutôt en profondeur, on va dire aux alentours de 15 à 20 cm. Eux, donc, ce sont des vers endogés. Ils vont creuser des galeries horizontales sur cette profondeur-là et sont caractérisés par une couleur de peau très très claire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut facilement faire la différence entre vers épigés qui ont une couleur de peau très foncée et vers endogés qui ont une couleur de peau beaucoup plus claire. Et puis, la troisième catégorie, c'est finalement les vers anéciques. Donc, eux, finalement, c'est ceux qui vont faire les galeries verticales et qui vont pouvoir rapporter le sol issu des premiers horizons sur les horizons inférieurs et qui vont participer finalement au brassage du sol de ces horizons. Et eux, alors généralement, vous ne pouvez pas les louper parce que ce sont des très très grands vers, beaucoup plus grands que les épigés ou les endogés. Voilà, certains peuvent aller jusqu'à 25 cm de long, donc vraiment on est sur des assez grands vers. Et du coup, pour la petite anecdote, la manière aussi de pouvoir, donc là vous pouvez déjà identifier la catégorie écologique du ver de terre, si vous en trouvez un dans votre jardin par exemple, mais vous pourrez aussi qualifier s'il s'agit d'un adulte ou d'un juvénile. Les adultes ont toujours la présence de ce petit anneau situé à proximité de la tête, donc on l'appelle le clitellum, alors qu'effectivement, quand le ver de terre n'est pas encore adulte, donc il est juvénile, n'a pas la présence de cet anneau, de ce clitellum. Donc une autre manière aussi de différencier les jeunes vers des vers un peu plus âgés. C'est pas que par la taille. Donc, cette diapo pour dire que, effectivement, les sols hébergent un quart de la biodiversité de notre planète. Donc, si on prend toute la biodiversité que l'on connaît actuellement, un quart de cette biodiversité se situe dans nos sols. Donc, là, c'est pour rendre encore plus important, effectivement, l'enjeu de connaître déjà les sols parce que c'est leur habitat et surtout ensuite cette biodiversité. Mais du coup, une biodiversité qui effectivement fournit des fonctions comme on l'a vu, hein, le brassage de la matière, le brassage du sol, le recyclage de la matière organique, tout ça, c'est des fonctions si on revient un peu à notre échelle, sont super importantes pour notre viabilité. Mais elle est très peu connue et donc finalement pas encore protégée. Donc c'est vrai que nous, quand on fait par exemple des inventaires de biodiversité des sols, on nous dit toujours ah mais attention, espèces protégées, etc. Mais non, en fait, il n'y a pas d'espèces protégées dans la biodiversité des sols parce qu'on n'a pas assez finalement de recul sur quel organisme est présent dans quel sol, quel organisme est le plus abondant, etc. Donc encore énormément de travaux de recherche, mais aussi opérationnels à réaliser sur cette biodiversité. Et c'est pour ça que dans la troisième et dans la quatrième partie, je vous présenterai des premiers projets qui existent sur cette biodiversité des sols et la manière dont elle peut être utile et utilisée, sa connaissance peut être utilisée pour améliorer la résilience des milieux urbains, mais ça reste des travaux, on va dire, de première phase, si je puis dire, et il faudrait aller encore beaucoup plus loin dans la connaissance de cette biodiversité pour vraiment avoir une prise en compte idéale, entre guillemets, de tous les bienfaits, de tous les services et de toutes les fonctions qu'elle est capable de fournir. Alors justement, dans la partie 3, donc là, plus faire un focus sur la manière dont les sols et la biodiversité des sols sont aujourd'hui considérés dans l'aménagement du territoire. Donc comment on vient finalement percevoir tout ce que j'ai pu vous dire avant lorsqu'on construit un projet d'aménagement ou lorsqu'on vient changer d'usage un site. Et puis, dans une dernière partie, on verra que nous tous, à notre échelle, à notre petite échelle, entre guillemets, on peut aussi faire progresser cette connaissance de la biodiversité des sols. Donc déjà, c'est pour faire le lien aussi avec ce que j'ai dit précédemment, l'information de connaissance des sols et de la biodiversité des sols, elle était jusqu'à quelques années très peu utilisée dans le monde de l'aménagement du territoire. Elle l'est un peu plus maintenant, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est vrai qu'initialement, l'aménagement du territoire avait une approche très foncière des sols, notamment des sols en milieu urbain, parce que généralement, les sols en milieu urbain, c'était
vus avec l'étiquette de sol pollué, de sol tellement remanié, que c'était pas forcément des sols, etc. Et donc c'est vrai qu'on avait cette habitude de dire que finalement le sol n'était qu'une surface sur laquelle on venait construire les villes, les quartiers, et finalement sur lesquels on a posé des usages sans s'intéresser, on va dire, à la qualité propre de ces sols et donc aux usages qu'ils étaient capables en l'état d'accueillir. Donc le but du jeu, ça va être de passer de cette approche très foncière des sols en milieu urbain à une approche beaucoup plus systémique et fonctionnelle pour faire le lien avec cette biodiversité fonctionnelle. Donc finalement, un sol volume qui est capable d'être un habitat pour une riche biodiversité. Et cette biodiversité, à son tour, fournit des bienfaits qui doivent être pris en compte quand on pense à l'aménagement du territoire, quand on pense à l'aménagement d'un quartier. Tout ça, je vous l'ai remis en bas pour effectivement optimiser les bienfaits fournis par ces systèmes. On a toujours tendance à dire si le bon usage est mis sur le bon sol, généralement le sol fonctionne d'autant mieux et d'autant plus capable de fournir ses bienfaits et donc va participer à plus haut niveau à répondre aux enjeux environnementaux, de transition écologique qui se posent à l'échelle du développement de la ville. Mais aussi, si on voit un peu plus large, de pouvoir se dire, il y a un moment, protéger les sols urbains en milieu urbain, c'est-à-dire valoriser les sols sur site et optimiser leur présence sur ces sites de projets urbains. Ça permet aussi de protéger les sols, notamment agricoles, parce que au fur et à mesure, on va peut-être ralentir, diminuer le fait qu'aujourd'hui, on vienne encore aller chercher de la terre issue des milieux agricoles pour la ramener en milieu urbain. Donc, on appelle ça la terre végétale, qui est encore beaucoup utilisée. Et finalement, on se rend compte des fois qu'il y a certains projets d'aménagement où il n'y aurait même pas besoin d'amener cette terre végétale parce que le sol en place était tout à fait en adéquation avec l'usage qui était prévu. Et c'est juste qu'il n'y a eu aucun diagnostic de la qualité des sols en amont. Et donc, on part du principe que le sol urbain était, on va dire, de faible qualité. Et donc, on vient ramener cette terre végétale. Mais voilà, c'est une connaissance au préalable de la qualité des sols urbains peut aussi préserver la qualité des sols, alors on va dire plus naturels, qui se situent à proximité des villes, donc notamment les sols agricoles ou encore les sols forestiers. Alors là, les prochaines diapos, c'est quelques exemples de projets qu'on peut mener chez Soleco, dans lesquels on est intervenu, mais c'est surtout, alors pas forcément pour vous montrer les projets, mais c'est surtout pour vous montrer aujourd'hui les grands enjeux qui se posent sur cette question de la connaissance de la biodiversité et des sols, et surtout, finalement, quelles sont les questions que se posent aujourd'hui les collectivités territoriales ou les aménageurs pour avoir besoin de cette connaissance de la qualité des sols et de la biodiversité qui y vit. Donc là, par exemple, le premier projet que je peux vous présenter, c'était dans le cadre du réaménagement paysager d'un campus universitaire à Besançon. Et le but du jeu, c'était de rédiger une charte environnementale sur le site. Et c'est vrai qu'on s'est constitué avec un groupement d'urbanistes paysagistes qui avaient cette sensibilité de dire si je fais et si je développe une charte du végétal, j'ai envie que dans cette charte soit pris en compte la qualité des sols en place et la biodiversité qui y vit, de manière à ce que le réaménagement paysager qui soit fait puisse, d'une part, on va dire, protéger la biodiversité qui existait sur le campus, mais surtout d'autre part que ces essences végétales qui soient plantées puissent finalement optimiser la présence de cette biodiversité, faire revenir d'autres organismes qui n'étaient pas forcément présents sur le site, et donc optimiser aussi par ailleurs les bienfaits que peut rendre cette biodiversité. Donc, je vous passe sur les enjeux du projet. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce projet, mais il y avait quand même un fort enjeu du coup sur la question des sols et de la connaissance de la biodiversité. Et donc, nous, on a pu intervenir, vous le voyez ici sur le schéma, sur la photographie aérienne à droite, en proposant un plan d'échantillonnage où en fait, on a
juste proposer divers usages qui étaient donnés au sol sur ce campus, notamment avec un usage boisé, avec un usage arboré et un usage de prairie. Et puis, on a pris aussi 2 points de référence pour pouvoir comparer les organismes qu'on pouvait trouver dans ces différents usages à un usage, on va dire, de référence. Donc voilà les types de résultats qu'on peut obtenir. Donc vous retrouvez ici la présentation de la richesse taxonomique de la macrofaune. Donc là, on est bien sur une biodiversité taxonomique, c'est-à-dire qui est présent dans le sol, quels organismes sont présents, et possibilité ensuite de venir classer ces différents milieux de référence selon une richesse de cette biodiversité taxonomique. Alors ça, c'est grâce aussi au fait qu'on puisse avoir des référentiels en interne, parce que c'est vrai qu'il n'existe encore aujourd'hui pas de référentiel national sur la biodiversité des sols, et encore moins en milieu urbain. Donc nous, on travaille avec des propres référentiels en interne qui nous permettent de dire effectivement si la richesse taxonomique, elle était plus ou moins élevée en fonction du milieu qui était diagnostiqué. Et puis, dans des résultats un peu plus détaillés, la possibilité aussi de montrer finalement la composition des différentes communautés. Alors là, on est sur de la macrofaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement les organismes qui vont être le plus simple à inventorier, à diagnostiquer. Et c'est finalement ces organismes-là qui vont aussi être le plus simple à traduire en fonctions rendues pour les sols et pour le développement des essences végétales. Donc là, par exemple, sur le campus, on avait trouvé beaucoup de coléoptères ou de fourmis, quelques araignées, un peu de coccinelles en fonction des milieux. Ensuite, une deuxième manière finalement de venir utiliser la connaissance de la biodiversité des sols, c'est dans le développement de ce que l'on appelle une trame brune. Donc c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à énormément parler de la trame verte et bleue, ça fait quelques années qu'on en parle et c'est même quelque chose qui a été, on va dire, intégré au monde de l'aménagement du territoire parce qu'il existe un document d'urbanisme qui a vocation à traiter de cette trame verte et cette trame bleue. Et donc, de plus en plus, les personnes qui travaillent dans les sciences du sol essayent on va dire, se mobiliser pour développer ce que l'on pourrait appeler la trame brune. Donc, c'est finalement cet ensemble de sols fonctionnels, vivants, qui sont mis en relation les uns avec les autres de façon à ce que la biodiversité des sols puisse se déplacer assez librement sur une échelle très locale, voire intercommunale, de façon à trouver voilà, les sources de nourriture différentes, de façon à pouvoir privilégier aussi la rencontre entre ces organismes et donc finalement la survie de cette biodiversité des sols. Donc là, actuellement, on est en train de développer, c'est pas un projet qui est fini, c'est un projet qui est en cours de développement, donc c'est sur la métropole du Grand Nancy. On a identifié plusieurs collectivités qui sont partenaires et le but du jeu, c'est de réaliser à la fois des sondages de la qualité des sols, mais aussi des inventaires de la biodiversité des sols, de façon à voir quels organismes sont présents, quels sont les besoins de ces organismes et donc comment ensuite fournir des préconisations à la fois à une échelle très opérationnelle, mais aussi à une échelle, on va dire, de planification, pour que cette donnée biodiversité des sols soit ensuite considérée dans les documents d'urbanisme qui vont se développer sur la métropole du Grand Nancy, mais aussi à plus grande échelle. Donc, je ne peux pas encore vous faire de retour sur la manière dont cette donnée biodiversité des sols peut être intégrée dans les documents d'urbanisme, mais voilà, d'ici quelques mois, quelques années, j'espère qu'on pourra aussi avoir plus de recul sur cette notion-là. Ensuite, si on revient à l'échelle très opérationnelle, une autre manière de pouvoir valoriser la connaissance d'une biodiversité, c'est quand on détermine le potentiel agronomique d'une parcelle. C'est vrai que généralement, jusqu'alors, les diagnostics agronomiques étaient réalisés en allant regarder surtout les indicateurs physiques et chimiques des sols et en mettant un peu de côté son fonctionnement biologique.
Or, on sait, et on l'a vu tout à l'heure avec toutes les fonctions que rend cette biodiversité des sols, que la présence d'une activité biologique dans un sol est fortement corrélée avec son potentiel agronomique, même si effectivement il faut que l'habitat et donc les caractéristiques physiques et chimiques du sol soient compatibles aussi avec cet usage. Donc là, c'était aussi à côté de Besançon, une étude sur une parcelle parce que la collectivité l'avait classée en zone naturelle et voulait la reclasser dans son PLU en zone agricole. Et donc, voulait s'assurer, avant de faire ce changement d'usage, que les sols en place étaient compatibles avec cet usage agricole. Dans la même manière, finalement, le potentiel agronomique, mais là, c'était plus lié à l'installation d'une prairie mellifère pour faire revenir une biodiversité pollinisatrice. Et là, ce qui était intéressant dans ce projet, c'était de voir que finalement, même si... alors, c'était cette diapo... Ah non, je n'ai pas la diapo, en fait. Bon, du coup, hop, je vais revenir celle-là. En gros, c'était le même projet, mais sur un sol sur lequel venaient se développer finalement des panneaux photovoltaïques. Et ils avaient comme objectif de dire, OK, on fournit on produit de l'énergie, mais on vient en même temps finalement préserver la biodiversité en place. Et pas que la biodiversité aérienne, mais aussi la biodiversité, on va dire, du sol. Et de cette manière, c'était intéressant de voir comment un projet finalement faisait parler cette biodiversité aérienne que l'on connaît assez bien aujourd'hui, avec cette biodiversité des sols qui était un peu méconnue. Mais finalement, c'était en partant de cette biodiversité des sols qu'on arrivait à faire revenir cette biodiversité aérienne parce qu'on arrivait à proposer des listes d'essences végétales qui soient compatibles avec la biodiversité des sols en place et ces listes d'essences végétales qui soient effectivement des plantes mellifères qui permettent à leur tour de faire revenir une biodiversité pollinisatrice. Donc, ce qui était intéressant dans ce projet, voilà, c'était effectivement ce dialogue entre biodiversité des sols et biodiversité aérienne. Et donc là, effectivement, le deuxième exemple, c'était sur le passage d'une exploitation agricole commune à une exploitation en agriculture biologique. Et donc là, le but, c'était en fait de voir comment les sols pouvaient s'adapter à ce changement d'usage, à ce changement de gestion des sols et voir en fait quelles étaient les communautés qui étaient déjà présentes sur site et qui pourraient du coup fournir des bienfaits et des fonctions à l'agriculteur qui pourraient finalement remplacer l'usage d'intrants pour cette transition vers une agriculture biologique. Et donc, un dernier exemple de projet, là aussi, qui est en développement, c'est l'exemple de la BiodiveBox. Donc, on connaît tous les hôtels à insectes, qui sont plus ou moins bien placés selon les connaissances de chacun. Des fois, ils sont un peu hauts, effectivement, donc on va dire que leur intérêt est un peu limité. Mais en tout cas, voilà, on a voulu réfléchir avec un groupe d'associations présentes sur la métropole du Grand Nancy. On a voulu réfléchir au pendant de l'hôtel à insectes, mais pour la biodiversité des sols, en disant que voilà, la biodiversité des sols méritait aussi d'être connue et d'être préservée, et donc mériter de trouver des sources de nourriture ou des refuges dans des jardins urbains. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer donc, ce que l'on appelle la BiodiveBox. Donc, finalement, c'est une mallette qui offre aux organismes du sol des micro-habitats et notamment qui est développée pour un usage de jardin en milieu urbain. Donc, par exemple, là, ça vous montre un peu plus de visuel. C'est finalement une mallette où on pourra trouver différents micro-habitats qui pourront être mis en place sur le jardin. Et le but, en fait, c'est de faire déjà, si elle existe, rester la biodiversité des sols dans le jardin, et de deux, la faire revenir avec ces micro-habitats et ces zones de refuge pour que, à son tour, elle puisse effectivement fournir des bienfaits aux jardiniers et que finalement le travail du jardinier de gestion des sols soit entre guillemets plus simple grâce à la présence de cette biodiversité avec, on l'a vu tout à l'heure, qui est complètement capable de fournir elle-même des fonctions et des bienfaits qui répondent à déjà beaucoup d'attentes du jardinier.
Donc cette mallette, elle sera, on va dire, en parallèle, il y aura le développement d'une application mobile qui permet aussi pour chaque jardinier d'avoir des fiches explicatives qui disent voilà quel organisme peut être présent dans votre jardin, de quoi a besoin cet organisme, de quelle nourriture il a besoin. Comme ça, on sait que le jardinier derrière, s'il est vraiment sensibilisé à cette question, va mettre en œuvre les choses pour qu'effectivement les sources de nourriture puissent être trouvées. Et puis à son tour, le jardinier, sur la fiche significative, il y aura aussi une présentation des différentes fonctions et des différents bienfaits que peut rendre cette biodiversité des sols. Donc lui, en fonction de ses attentes, il pourra se dire j'ai plutôt envie d'avoir des prédateurs ou j'ai plutôt envie d'avoir des détritivores. Et donc il va savoir quoi mettre en place dans son jardin pour attirer tel ou tel organisme. Et donc c'est un projet qui est actuellement en cours de développement et qui devrait finir courant fin d'année 2021 ou début d'année 2022. Et pour finir, donc ça c'était parce que j'ai trouvé que ça faisait bien le lien finalement avec l'objectif de la conférence de ce soir. Alors c'est un programme de recherche qui a été initié par le PUCA, donc le plan urbanisme, construction et architecture, en 2019. Donc il y a eu un appel à sollicitation à projet. Et en fait, le but, c'est vraiment d'améliorer la connaissance de la biodiversité en milieu urbain. Alors, pas que la biodiversité des sols, mais il y a un projet qui a été retenu et qui travaille effectivement sur la biodiversité des sols, et notamment les lombriques, les vers de terre. Et donc, d'ici quelques années, on devrait avoir plus de recul sur cette connaissance de la biodiversité et puis surtout sur, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre la biodiversité qui est présente sur un site et finalement la forme urbaine du quartier. Est-ce que c'est possible en fait d'avoir des plus grandes connaissances sur cette biodiversité des sols dans le cadre du projet sur la biodiversité des sols qui permettent finalement de fournir des recommandations et des préconisations plus précises ensuite aux personnes qui viennent construire les quartiers et donc aux développeurs des espaces urbains. Donc, vous pouvez aller voir, il y a un site internet, donc le programme s'appelle BOM pour biodiversité, aménagement urbain et morphologie. Et donc il y aura la présentation de, je sais plus si, je crois qu'il y a 4 ou 5 projets qui ont été retenus et qui sont voilà tous aussi intéressants les uns que les autres. Et moi personnellement, j'ai hâte d'avoir les retours du programme, du projet qui traite de la biodiversité des sols. Et donc, en dernière partie, pour finir, là, effectivement, j'ai pu vous montrer que la recherche ou même des associations ou des sociétés pouvaient effectivement réaliser des inventaires et des diagnostics de qualité des sols parce qu'on était à un point où OK, on a besoin de prendre en compte cette biodiversité pour la respecter, pour l'optimiser, pour la préserver et pour profiter finalement aussi des bienfaits qu'elle peut fournir. Mais on se retrouve à un moment où finalement on a très peu de recul sur cette biodiversité, encore très peu de connaissances sur qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, c'était pour vous montrer que nous tous aussi, chacun, à notre échelle, on peut aussi jouer un rôle dans l'amélioration de cette connaissance de la biodiversité. Alors, hop, je vais remettre en grand écran. Alors, notamment, vous avez un programme de recherche participative qui s'est développé, donc qui s'appelle l'OPVT, donc l'Observatoire participatif des vers de terre, et qui vous permet, alors si vous allez sur leur site internet, ça vous permet selon 3 procédures d'échantillonnage, plus ou moins simples à mettre en œuvre et plus ou moins ludiques en fonction avec qui vous la mettez en œuvre, qui vous permet finalement de venir identifier les différents vers de terre qui peuvent se trouver, par exemple, dans votre jardin. Et puis, vous avez aussi la possibilité de redonner les résultats que vous allez avoir obtenus à la recherche, à l'organisme finalement qui est porteur de ce projet, au laboratoire qui est porteur de ce projet, de façon à enrichir des bases de données. Et comme ça, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, on aura un référentiel national de la présence des vers de terre en fonction sur différents sols en France, que ce soit des sols urbains ou aussi agricoles ou forestiers.
Donc ça, c'était le premier outil participatif. Et puis le deuxième, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est effectivement Jardim Biodive. Alors là, on est sur la connaissance de la macrofaune des sols, donc macrofaune de surface. Donc finalement, les organismes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont le plus simples à observer et qui en même temps sont aussi le plus simples à transformer en fonctions rendues. Donc ça, c'est un outil qui a été développé par Apolline Auclair, donc qui est maître de conférence au laboratoire Sol et Environnement. Et nous, avec mon collègue Quentin et moi-même, on essaye de faire vivre cet outil. Et donc voilà, on fait beaucoup d'animations pour voilà, essayer de sensibiliser à la connaissance de la biodiversité des sols et puis de montrer qu'avec pas beaucoup de matériel, on est effectivement capable de pouvoir enrichir la connaissance de cette biodiversité. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces dernières diapos, puisque beaucoup d'entre vous, effectivement, je pense, connaissent cet outil. Il y a un site web qui existe depuis quelques années maintenant, où vous pouvez retrouver aussi, effectivement, comme pour la BiodiveBox, une description des organismes qui sont présents dans les sols. Ça vous dit voilà, de quoi ont besoin ces organismes, quelles sources de nourriture vous pouvez leur apporter dans votre jardin et quelles fonctions, quels bienfaits ils peuvent effectivement vous fournir. Et puis, ça donne aussi, vous allez dans l'onglet conseils de gestion, ça peut vous donner aussi quelques conseils de gestion sur votre jardin. Et puis, depuis très peu de temps, une application mobile qui s'est développée, qui vous permet finalement assez facilement de pouvoir réaliser votre inventaire et ensuite renvoyer les données qui sont elles aussi, agrégées dans une base de données nationale. Donc, au niveau du protocole, il y a 2 protocoles qui sont disponibles. Le piège barbeur, donc finalement, vous laissez un pot dans le sol pendant 7 jours, vous venez le récupérer et vous faites l'identification ensuite. Ou un protocole de chasse à vue, donc là, c'est sur un temps beaucoup plus restreint. Vous regardez un peu l'ensemble des organismes que vous pouvez voir à l'œil nu dans votre jardin et puis vous pouvez les identifier avec la clé d'identification qui est disponible sur le site de Jardim Biodive. Hop. Alors, pour le piège barbeur, le matériel est très, très simple, hein, un carton imperméable, 4 piquets en bois pour faire un toit, et puis ensuite un verre. Alors, effectivement, c'était à l'époque où le plastique n'était pas encore proscrit. Je dirais à Apolline de changer sa photo, mais aujourd'hui, nous, on met des pots de confiture ou même des fois des pots cartonnés dans le sol. On le laisse 7 jours, on met un liquide au fond pour effectivement piéger cette biodiversité. Et puis au bout de 7 jours, on vient identifier les différents organismes qui ont été récoltés. Donc voilà, l'essentiel, c'est que effectivement le contenant que vous venez placer dans votre sol soit effectivement un tout petit peu en dessous de la surface du sol. Comme ça, en fait, quand les organismes ils marchent sur la surface du sol, ils tombent dans le piège barbare. Et effectivement, vous avez ensuite un échantillonnage qui est plus représentatif de la biodiversité de vos sols. Donc voilà, après, si effectivement, dans une période où il pleut, vous avez la possibilité de réaliser un toit avec ces piquets et ce papier cartonné ou cette assiette en carton pour protéger. Et donc voilà comment ça se passe effectivement, un verre dans le sol, un tout petit peu en dessous de la surface du sol, et puis vous le laissez 7 jours. Et chasse à vue, alors un matériel beaucoup plus simple finalement, notamment c'est assez ludique quand on veut le réaliser avec les enfants. Une boîte loupe, voilà, que vous pouvez vous procurer assez facilement. Et puis, alors, ça c'est vraiment pour les enfants, un aspirateur à insectes. Pour les adultes, on peut rester juste sur de l'observation, ça suffit amplement. Et donc, la possibilité, effectivement, d'améliorer la connaissance de la biodiversité des sols, des jardins urbains, parce que vous avez la possibilité ensuite de rentrer l'ensemble des informations et des résultats que vous avez obtenus en disant, par exemple, moi, dans mon jardin, j'ai obtenu 2 cloportes, 3 araignées et 4 gendarmes. Et ça, en fait, vous avez la possibilité de le notifier sur le site de Jardim Biodive, de rentrer ces données qui sont ensuite agglomérées dans une base de données. Et donc, nous, on a en charge la gestion de cette base de données et ça nous permet de pouvoir créer effectivement des référentiels à l'échelle nationale. Et donc, dans quelques années, quand on aura assez de données, de pouvoir nous dire effectivement,
en fonction du type de milieu, si on est sur un milieu ouvert, si on est sur un milieu fermé, si on est sur un milieu de prairie, un usage de boisé, etc. Quels sont les organismes du sol qui sont les plus souvent identifiés et donc qui sont les plus souvent présents et donc quelles fonctions sont rendues par ces milieux-là. Et donc, pour finir cette présentation, je vous ai mis une infographie qu'on a réalisée l'été dernier dans le but, en fait, de pouvoir sensibiliser encore plus à cette nécessaire connaissance des sols et de la biodiversité des sols avec quelques chiffres clés, finalement, et qui permettent de montrer qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on va dire, dans le monde de la recherche et qui aujourd'hui commencent seulement à être transférées dans le milieu opérationnel, donc notamment dans le milieu de l'aménagement du territoire. Mais il y a encore énormément de choses qui doivent être faites, notamment si on se concentre encore plus sur les milieux urbains, qui ont souvent été des milieux, on va dire, moins inventoriés que des milieux agricoles ou des milieux forestiers. Et donc, notamment, quand on parle de la biodiversité des sols en milieu urbain, on se rend compte que finalement, on a 0,1% des études qui sont menées aujourd'hui, qui portent sur ce sujet de la biodiversité des sols en milieu urbain. Donc, encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire pour connaître cette biodiversité. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il y a peut-être beaucoup d'informations qui vous sont parvenues pendant cette heure de présentation. En tout cas, je reste disponible pour les échanges et puis répondre aux différentes questions s'il y en a. Merci beaucoup, Anne. C'était très intéressant. C'était un fantastique tour d'horizon des questions qui pouvaient nous intéresser. Et j'aurais tendance à dire un temps introductif, mais c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un temps introductif. Mais voilà, c'était très exhaustif aussi par rapport aux thématiques qui nous intéressent. Donc merci, c'est une très belle mise en perspective de tout le sujet, quoi. Je m'étais noté 2-3 petites choses peut-être avant de passer aux questions. En ce qui concerne Baum, ou je ne sais plus comment est-ce qu'il faut le prononcer exactement, il est connu des Strasbourgeois puisqu'on a le programme Evolville à Strasbourg qui a aussi intégré cet appel à projet. Et qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, toutes mes excuses d'avance. En fait, l'enregistrement n'a pas bien commencé au début, donc j'ai un tout petit peu estropié ta présentation. Je m'en excuse pour ceux qui reverront ça par la suite. Pour passer aux questions, n'hésitez pas à en poser, hein, il est encore largement temps. Je vais reprendre celle de Clément très rapidement. Concernant donc les communautés de macrophones qui sont étudiées dans le cadre des différentes études que tu as présentées. En fait, pour ces échantillons, il demandait sur quelle surface et sur combien d'individus totaux on travaille. Alors, j'imagine que tu vas certainement recorréler avec ce qu'on a vu sur Jardi Biodiv, mais je te laisse répondre. Oui, alors effectivement, quand on fait des inventaires de biodiversité et qu'on se concentre sur cette macrofaune, sur la surface, en fait, alors si on est bien sur le terme de superficie, ça dépend du milieu qui est caractérisé. Généralement, c'est quelques mètres carrés et pas plus. Auquel cas, si le site à diagnostiquer fait plusieurs hectares, on va dire, on va multiplier les points d'échantillonnage pour être sûr d'être très représentatif de la biodiversité qu'on retrouve. Et sur combien d'individus, ça c'est toute la question. En fait, ça dépend de ce qu'on va trouver. C'est juste qu'effectivement, en fait, on se donne un pas de temps assez représentatif. On a fait plusieurs essais et on s'est rendu compte qu'une chasse à vue pendant 15 minutes était suffisant pour être représentatif du point de sondage qu'on était en train de réaliser. Donc, c'est-à-dire que pendant 15 minutes, on cherche non-stop les différents organismes qu'on peut trouver qui composent effectivement cette macrofaune de surface. Et donc, des fois, on en trouve 1, 2, et puis des fois, on peut en trouver 15, 20, 30. Ça dépend de la richesse du sol qu'on diagnostique. Alors, on t'entend plus, Florian. Je me fais à chaque fois avoir. Pour éviter les échos, je coupe le micro et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça répondra pleinement aux attentes de Clément qui ne manquera pas de rebondir s'il le faut. Joël est très enthousiaste en ce qui concerne la BiodivBox et elle voulait savoir s'il en existe un modèle à usage agricole.
C'est une bonne. Alors non, nous, enfin celui qu'on développe, c'est usage alors agricole, mais agricole en milieu urbain, parce qu'effectivement c'est pour des jardins. Alors c'est souvent pour des jardins. Nous on l'a fait pour des jardins qui sont on va dire utilisés en potager ou en maraîchage. Donc en tout cas un usage d'agriculture sur ce jardin. À ma connaissance, il n'en existe pas d'autres de ce type et donc pas sur l'usage agricole. Mais en tout cas, je pense que voilà, si on est sur des milieux qui sont, on va dire, anthropisés, le parallèle, le transfert à des milieux moins anthropisés pourrait se faire plus facilement que l'inverse. J'imagine. Voilà, si vous êtes motivé pour monter la BiodiveBox en milieu agricole, Ouais. vous savez ce qu'il reste à faire. Somac nous demande aussi le lien qu'il peut y avoir entre le travail sur le sol et quand on parle d'agriculture urbaine, la récupération des eaux pluviales. Alors là, on sortira certainement de ton domaine de compétences, mais j'imagine qu'il est évident qu'un sol de bonne qualité, voilà, si les eaux utilisées sont elles-mêmes polluées, les choses vont être très compliquées. Oui, alors après, bah, c'est sûr hein, que ça a un impact et c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus de retours sur cette question. Moi, personnellement, j'ai pas de retour sur la problématique là. Encore une fois, après, ça, voilà, ça dépend de la source de pollution, ça dépend de son niveau, ça dépend on va dire, de la qualité des sols en place, de comment effectivement ils vont pouvoir réagir face à cette source. Et ça dépend aussi de l'essence, enfin, du légume qui va être cultivé. On sait qu'il y en a il y en a qui réagissent plus ou moins bien en présence d'un polluant. Donc ça dépend de tout ça, mais effectivement, ce serait intéressant d'avoir plus de retours sur le travail complémentaire entre impact bâtiment au pluvial et qualité des cultures qui sont fournies derrière. C'est vrai qu'on encourage très vivement, en particulier dans les jardins familiaux, à utiliser toutes les eaux de pluie et à les Oui, récupérer, et qu'on s'intéresse souvent à la qualité des eaux, présentes dans le sol, mais qu'on ne se questionne pas sur les éventuelles problématiques qu'il pourrait y avoir avec ces questions-là avec ces eaux-là, à ma connaissance. En même temps, les risques, sont souvent limités. Pour revenir sur les questions, on va faire l'aller-retour. Alors peut-être juste pour préciser, pour rester sur cette question, Somac nous dit qu'il y a un programme de recherche de l'ITES mené à Schiltigheim, si j'ai bien compris, où il y aura des restitutions et des éléments à nous livrer. Donc nous, on prend toutes les infos, on est toujours intéressés. Et pour revenir du coup à la question de Clément, ouais. qui demandait, voilà, peut-être revenir sur le protocole, est-ce qu'il y a une seule prise ou comment, ou s'il y a plusieurs passages. Alors, il y a plusieurs sondages sur un même site. Il y a qu'une prise par sondage. Donc, en fait, sur le site, on va identifier différentes zones à investiguer, qui sont généralement effectivement des petites zones, et on passe qu'une fois. Pour des contraintes aussi, notamment de temps, et puis parce que en fait, avec le retour et le recul qu'on peut avoir, on sait que finalement, en passant une fois, on a une assez bonne représentativité de la macrofaune des sols présents sur ce site-là. Après, ça peut être intéressant de se dire on passe plusieurs fois. Ce qu'on fait après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, si c'est des sites sur lesquels on peut intervenir à plusieurs moments, on va passer un jour de pluie, on va passer un jour un jour où il fait du soleil, on va passer en automne, on va passer au printemps, et là, effectivement, on a à la fin une très belle représentativité, cette biodiversité, mais généralement, on intervient sur une demi-journée ou une journée, et effectivement, on privilégie la multiplication des points de sondage sur le site plutôt que la multiplication des passages sur les points de sondage. Alors, ce qui tend à répondre en même temps à la question de Jacques, et effectivement, c'est une question qui nous a été posée lors des ateliers Sol en Ville, Jardi Biodive. C'est la question de la saisonnalité, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va récupérer des échantillons et qu'on va les comparer à des références, Oui. la saisonnalité, c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est aussi quelque chose qui a été proposé du coup par les participants eux-mêmes, qui est de dire que pour valider un site, il serait bien d'avoir plusieurs séquences successives d'échantillonnage sur ce même site à des périodes différentes, pour voir aussi, voilà, ce serait certainement Ouais, plus ça c'est l'idée. représentatif. Après, j'imagine Mais qu'on fait avec les contraintes aussi, quoi.
Oui, mais ça c'est vrai. Alors à la fois sur la biodiversité, mais à la fois sur la qualité, on va dire des sols plus général, hein, que ce soit physique ou chimique. C'est est-ce qu'on sort d'une période de dégel, est-ce qu'on est en plein mois d'été ou caniculaire. Enfin, ça, la météo a énormément d'impact sur les résultats, et c'est pour ça qu'on prend toujours en compte le moment dans l'année où on est intervenu dans l'exploitation des résultats, et surtout la météo des jours qui ont précédé l'intervention. Parce que ça, effectivement, ça a un impact sur les résultats. Alors, Joël me prend le... Ah, pardon, on a de l'écho, je pense. Voilà. Joël m'ôte les mots de la bouche. Je n'allais pas parler de Graal, mais j'allais parler en tout cas d'un commentaire visionnaire de la part de Damien, puisque Damien nous demande s'il y a toujours une étude de sol qui est faite dans le cadre des PLU. Alors, je crains malheureusement qu'on soit obligé de refroidir un peu son enthousiasme, mais je laisse Anne Oui. répondre. Bah, effectivement, moi, je rejoins Joël, ce serait l'idéal Graal. Mais voilà, on se bat entre guillemets hein, au quotidien pour ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi on essaye de généraliser les inventaires sur différents sites, parce que le problème c'est que on n'a pas encore une connaissance de la biodiversité des sols en milieu urbain assez riche et assez fine qui pourrait nous permettre d'intégrer cette donnée à l'échelle du PLU. Ce qu'il faudrait, voilà, ce qu'il faudrait, c'est multiplier des points sur les inventaires. Il y a énormément de puisse avoir une connaissance à une échelle de cette biodiversité. Puis surtout, non, effectivement, les sols, on en prend en compte à l'échelle personnelle, donc vraiment du projet d'aménagement. Quand on passe à l'échelle de la planification, c'est-à-dire des documents d'urbanisme, là, il y a encore énormément de sensibilisation et de formation à faire, du moins dans l'opérationnel, parce qu'effectivement, comme le dit Joël, il y a maintenant quelques programmes de recherche qui existent, notamment Muse ou encore Supra. Donc tous les deux des programmes qui sont cofinancés par l'ADEME et qui ont pour vocation à essayer de trouver la manière dont la prise en compte des sols et de la biodiversité des sols pourrait être intégrée à ces documents d'urbanisme. Mais aujourd'hui encore, c'est très très rare les collectivités qui intègrent cette question des sols, de la biodiversité des sols dans la rédaction de documents. Je suis désolé, j'ai été absent un instant parce qu'en réalité, j'ai quelques problèmes de réseau et donc il était plus commode de masquer la vidéo. Damien réagit également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, on arrive tout doucement au bout du temps qui était dévolu à cet échange. Ce que je vous propose peut-être, alors ça n'interdit pas d'en avoir d'autres qui arrivent. Pour compléter ce que je disais à l'écrit, dans le cadre d'une des diapos qu'on a vues, du coup, vous avez fait une étude, justement, la ville de Besançon, vous avez demandé de faire une étude du sol. Est-ce que c'est la ville de Besançon qui vous a demandé de faire une étude de sol pour changer son PLU, ou bien est-ce que c'est vous qui lui avez proposé? En gros, est-ce que c'est venu d'eux ou bien de vous, quoi? Alors, c'est venu d'eux, effectivement. Alors, c'était pour valider un changement d'usage dans le cadre du PLU, mais c'est vrai que c'est très, très rare. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule collectivité qui est venue nous poser la question de valider cet usage. Voilà. Généralement, c'est fait a posteriori, ils changent d'usage, et après, ils se disent « Ah mince !» il aurait peut-être fallu que je vérifie, et donc il vérifie parce qu'il voit qu'il y a des choses qui sont pas forcément compatibles. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis que ça commence à émerger, mais on est dans une prise en compte qui est, on va dire, un peu plus complète sur la question de l'opérationnel du projet d'aménagement, qui est encore un peu à ses débuts quand même sur la question de la planification et des documents d'urbanisme. Mais on y vient petit à petit. Et il y a des collectivités qui sont précurseurs aussi sur ces sujets-là, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a des sujets qui peuvent apparaître comme balbutiants, ça peut être surprenant quand on voit quand même l'état de conscience et d'avancement qu'on a dans d'autres domaines. Mais en même temps, il faut se réjouir du fait que, par exemple, le terme de trame brune, c'est quand même un terme très, très récent. Et bien que récent, il est maintenant de plus en plus partagé. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience de ce que ça peut vouloir dire. Donc c'est certainement un de nos nombreux paris à mener dans les prochaines années au travers de programmes comme Sol en Ville et plus généralement des travaux que vous menez vous. C'est d'arriver à vraiment installer la troisième dimension des sols dans le paysage. Et oui, mais c'est ce que Quentin disait très bien dans certaines de ses interventions. Et effectivement,
qui ait aussi une curiosité et une conscience plus importante tout simplement de cette question. Oui. Merci encore pour toutes ces réponses éclairantes. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement les quelques éléments dont on a parlé en tout début d'intervention. C'est la suite de notre programme. Donc, on se retrouve le 4 juin, toujours en visio pour un sujet sur justement le sol en tant que question de société. Donc, culture de sol urbain, culture au sens culturel et au sens cultural. Une double intervention par Anna-Christina Torres et Germain Meulemans, qui nous amènera à approcher encore ces questions sous des angles divers et variés. Je vous invite vraiment à être présents entre anthropologie et urbanisme. Je pense qu'il y aura vraiment un voyage très très intéressant à faire. Toujours les mêmes logiques, hein. Inscription par le biais de l'adresse Contact Solenville. Et puis, alors, je n'arrive pas à naviguer. Si, voilà. Et puis la date ultérieure qui sera le 17 juin, où là on va enfin se retrouver en présence. On l'aura attendu ce moment-là. Et c'est une intervention de Gilles Domenech, qui est auteur conférencier sur ces questions justement de jardinage sur sol vivant. En particulier, il y a un ouvrage qu'il a produit qui est assez connu et qui est plutôt une référence dans ce domaine, qui s'appelle Jardiner sur sol vivant. Donc, il nous fera l'honneur de sa présence à Strasbourg le 17 juin. C'est une conférence qui aura lieu en soirée. Je m'aperçois à nouveau que je n'ai pas mis les horaires. Vous aurez évidemment toutes ces informations d'ici là. Il sera donc présent pour la conférence et pour les questions. Et on espère pouvoir accueillir un maximum de monde. Voilà, le problème étant, vous l'imaginez bien, que nous n'avons pas encore de prise aussitôt sur les conditions d'accueil qui seront en vigueur à ce moment-là. Dans tous les cas, vous pouvez chercher toutes les informations nous concernant par le biais de notre adresse contactsolenville@gmail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on essaie d'être réactif. Par le biais de l'adresse Facebook aussi, qui permet de connaître notre actualité des prochains jours. Il y a le site internet Oscar aussi de l'Université de Strasbourg, qui propose toute une déclinaison sur la démarche Sol en Ville, avec aussi bien des photos, des outils à disposition, un glossaire, enfin beaucoup de choses très très intéressantes qui permettent d'aller un petit peu au-delà et qui vont encore s'étoffer. Et puis d'ici quelques jours, sur le site internet de la zone atelier urbaine environnementale urbaine de Strasbourg, qui est donc vraiment l'organe de recherche qui nous porte, vous trouverez aussi une page spéciale dévolue à Solenville. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos attentes. Merci à tous pour votre assiduité et le fait d'être resté jusqu'au bout. Merci encore à Anne qui nous a apporté un éclairage qui était vraiment intéressant et clair. Je vous rappelle que tout ça est enregistré. On vous fera suivre, puisque vous étiez tous inscrits, c'est l'avantage, le lien vers le replay dans les prochains jours. Et on espère vous retrouver très nombreux le 4 juin. Merci à tous.